Bonsoir à tous et à toutes. J'attends que... Bonsoir Célia, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien se passer une bonne soirée, 22h47, c'est un peu tard. Seuls les passionnés seront présents. Un sujet très important, Monsieur Arch, ça va, Monsieur MLT. On va parler un peu de la coupure de coupure possible, parce qu'on n'est pas sûr. Il y a de grandes chances qu'on y arrive. Et des retraites. Moi, ce sera intéressant. Bonsoir Monsieur Arch, toi qui es jeune, c'est intéressant de savoir ce qui se passe pour les retraites, comment ça se passe, comment ça s'organise. Et peut-être on a l'impression que les retraites c'est loin, mais c'est loin sans de l'être. Alors, on va, pour ce faire, avoir notre première... 22h48, on est commencé à 22h. Merci à celles et ceux qui sont présentes et présents. Débuter cette entretien, cet échange, ce petit débat. Il y aura Gamal qui nous rejoindra après. Pour par exemple parler des annonces qui ont été réalisées par le gouvernement. Pas de retraite pour les vrais gars. Oui, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu prépares ta retraite, que tu économises, que tu épargnes. C'est une très bonne chose. Mais tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir épargner, d'avoir des biens ou d'avoir une assurance vie, d'autres manières de faire. Donc, Yacine, reste, sois présent avec nous et tu pourras alimenter le chat aussi, ça pourrait être intéressant. Alors oui, là, on est 5 personnes. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde et de toute manière, on retransmettra le débat. Alors, par contre, ma première invitée ne peut pas venir. J'espère que je vais lui lancer l'invitation. Alors, Aurélie, il faut que tu acceptes l'invitation que je te lance. Et comme ça, on pourra débuter. Comment tu vas, Dorena? J'espère que tu vas bien. Donc, on attend notre première invitée qui, normalement, doit accepter l'invitation. Et puis, on débutera ces grandes batailles qui sont la souveraineté énergétique et la retraite. La retraite, et oui, dans la retraite, hein, c'est très important. Il y a quand même du monde à 23h. Hein. Il y a quand même du monde, mais... Alors, Aurélie, est-ce que tu peux accepter la demande que je t'ai formulée? Comme ça, on peut... Alors, je réinvite. Voilà. Comme ça, on débute. Et puis, Kamal nous rejoindra. Ne peut pas participer. Alors, il y a un petit problème. Ma première invitée... Pourtant, elle est dans le chat. Voilà. Sabrina, qui, elle, très offensive face aux policiers, mais qui est encore présente. Alors, Sabrina, Aurélie, dis-moi si tu as un souci. Ah, j'ai parlé Je trop crois vite. que ça fonctionne. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Un peu fatiguée, mais ça va. Un peu fatigué. Tout est de ma faute, on avait dit 22h, on s'est dit C'est pas grave. 22h30, et puis Pas de souci. Gamal après a fait les prolongations, comme durant la Coupe du Monde, des prolongations On jusqu'à boycotte, 23h. non? Ah, moi je boycotte, mais pour des raisons, je vais quand même le dire, c'est pour la remontada avec le PSG. Je me suis dit, après ça, je ne regarde plus le foot. Donc, je boycotte tout le foot. J'écoute à la radio, mais je ne regarde plus. Je ne regarde plus. D'ailleurs, en parlant de boycott, Paris 2024, il y a des travailleurs hein, qui sont Oui, également. Donc, sans papier, tout à voilà, je fait. sais pas si les gens boycotteront les Jeux Paris 2024. Voilà, Là, on a un petit peu le temps pour aller les soutenir, manifester. exactement. Oui, on peut s'y mettre dès maintenant. Exactement. Et puis quand c'est les autres, c'est toujours bien, mais quand c'est chez nous, bah, Tout à fait. ça fait grincer des dents. Ça, c'est certain. Mm. Déjà, merci à toi déjà d'avoir accepté mon invitation. Tardive, tardive par le temps, tardive par aussi la mise en boîte de mon message. Donc merci. Ah non, il y a des fans à toi. Là. Ah, Je sais.
C'est la nupe, c'est normal. Ah, je t'entends plus par contre. Oui, c'est bon. Moi, C'est bon, tout va bien. voilà. Est-ce que tu veux faire une petite présentation de qui tu es, Ouais, dans quelle région, rapidement. etc. Ouais, rapidement. Ben moi, Oui. je suis élue à Lyon, dans le 7e arrondissement, depuis 2 ans. Je viens du monde associatif. J'ai été militante notamment à Alternativa et à L214 pendant plusieurs années. Je suis travailleuse sociale. Donc j'ai vu que toi aussi. Moi, je travaille avec des mineurs dits délinquants. Donc, Hmm. euh, donc voilà, j'ai travaillé en foyer, en prison. Et donc là, j'attends ma réintégration. Bref, ceci est une autre histoire. Et j'ai été candidate pour les législatives sur la première circonscription du Rhône face à plusieurs candidats et au deuxième tour à un candidat macroniste. On Oui. l'avait devancé au premier tour et on a perdu de très peu puisque du coup, il nous manquait 1300 voix pour réussir à décrocher cette circonscription. Mais on est quand même content parce que dans le Rhône, on a 4 députés, dont 2 France Insoumise et 2 LV NUP. Donc, on les suit de près à l'Assemblée nationale. Voilà. Bah, Donc, pour ma présentation. bravo à toi déjà pour ton engagement au sein de ton travail. Déjà bravo et bravo aussi pour j'ai envie de dire cette campagne, hein, parce que ceux qui ont fait des campagnes électorales, c'est très très âpre, c'est très très dur et bravo. Vous étiez à deux doigts, comme dit Ouais. l'expression. C'était très dur parce que c'est pas une circonscription de gauche de base, c'est plutôt Ouais. macroniste centre droit. Donc ouais, on a bien bataillé, on est assez content, mais voilà, c'est pas grave, ça sera pour la dissolution. Ah, dissolution La pour fameuse. l'instant. Ouais, pour l'instant, la dissolution, c'est la dissolution de l'électricité. Pour l'instant, pour certaines personnes, hein, Oui. ils sont loin des villes, hein, puisqu'il y a eu quand même des restrictions qui sont segmentées par rapport à certaines personnes. Alors, est-ce que déjà, toi, tu crois, parce que disent que c'est un mythe, de la possible restriction qui a été lancée depuis plusieurs semaines, est-ce que selon toi, il y aura des restrictions pour certains territoires? Est-ce que pour toi, c'est faisable ou c'est une effet d'annonce? Malheureusement, avec ce gouvernement, alors fait beaucoup d'effets d'annonce, hein, ça c'est sûr, beaucoup de menaces, voilà. Mais mais après la période Covid, où on s'est, parce que la situation faisait qu'on pouvait rien faire. En fait, on n'avait pas la main sur la crise sanitaire. On s'est laissé faire. Enfin, le peuple français s'est laissé faire, s'est laissé orienter vers des choses qu'on ne voulait pas spécialement, notamment restriction de liberté, etc. Pour la bonne cause, puisqu'on était en période Covid et que c'était dangereux, etc. Mais on s'est laissé faire. Et j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que du coup, le gouvernement s'est dit, il y a un moment donné, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et du coup, il y a possibilité, et moi je l'exclus pas, malheureusement, il y a possibilité que, effectivement, à la rentrée 2023, pardon, il puisse avoir des restrictions d'énergie, ce qui serait dramatique, clairement puisque ça va toucher les écoles, ça va toucher les trains, ça va toucher énormément voilà, de services publics. Et puis chez nous, enfin là, je sais pas si tu vois, mais j'ai une grosse écharpe. Chez moi, il fait 17 degrés, ça caille déjà. Je suis mal isolée. Enfin, il y a plein de gens qui sont dans des situations pires, bien pires, et du coup de faire en plus des restrictions, enfin moi je trouve ça aberrant, mais malheureusement, oui, ça peut arriver. Alors, je vais attendre Gamal, qui est un journaliste en géopolitique. On parlera des causes, des raisons. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ce sera comme la fois passée euh, pour le Covid? Est-ce qu'il y aura une restriction pour les plus fragiles et une non-restriction pour les plus riches? Parce qu'on sait très bien que là, on dit il faut mettre un col roulé. Monsieur le maire nous a dit de mettre des cols roulés. On nous a dit, il y a Chez même les... des gens qui... Ah bah voilà, donc c'est bien, tu écoutes bien le gouvernement, Non, non. notre gouvernement. Non, non. Si j'avais la chance de pas mettre l'écharpe chez moi, je ne la mettrais pas. Oui, bien évidemment. Et on parle aussi de revenir quand même à la bougie. On revient quand même à des années. Est-ce qu'il n'y a pas une ségrégation sociale dans cette possible restriction énergétique?
Bah, je sais pas si je vais répondre correctement à ta question, mais C'est pas moi, grave. ce qui me chagrine énormément, c'est que, en fait, on a les politiques, on a les compétences en France, on a l'argent aussi pour rénover les logements, par exemple, Mhm. pour avoir une vraie politique de rénovation des logements, qui d'ailleurs avait été proposée par nos copains de la NUP à l'Assemblée nationale et qui a été rejetée avec un 49.3, un des 7 49.3 qu'on a eu à l'Assemblée nationale, bref. Et en fait, il y a des vraies passoires énergétiques aujourd'hui en France. Il y a principalement, c'est les gens qui vivent dans des HLM, donc des habitats publics en fait, qui sont mal isolés, et aussi dans le privé, il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas rénover les logements pour les locataires ou quand ils sont propriétaires. Et en fait, on a des politiques qui sont en capacité de mieux isoler les logements pour qu'on consomme moins, pour que les factures d'électricité et de gaz, etc., soient plus faibles. Et en fait, juste, la France n'est pas à la hauteur de la situation là aujourd'hui. On n'est pas en capacité de rénover des logements, alors qu'on entend le gouvernement qui dit oui, on a rénové. Alors, j'ai plus en tête le chiffre, mais c'est minime en fait par rapport à la situation qu'on a en France. Et, euh, Moi, je trouve ça dramatique. Je trouve ça vraiment dramatique. On a une incapacité à planifier en France, on a une incapacité à prévoir, et à chaque fois, on se retrouve le pied au mur. Et là, parce que effectivement, il y a un contexte géopolitique, mais c'était déjà le cas avant, en fait. C'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine. Enfin voilà, il y a toujours eu, non, mais ces dernières années, pardon, je vais y arriver. Il y a eu des problèmes énergétique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là maintenant, on se retrouve au pied du mur où effectivement, on va demander aux gens de faire des restrictions alors qu'on a besoin s'éclairer, se chauffer, surtout avec l'hiver qu'on va avoir. Alors on a eu de la chance au mois d'octobre-novembre, mais c'est parce Mhm. que il a fait chaud, clairement. Merci le réchauffement Mhm. climatique. Mais voilà, on est alors j'ai mon chat qui joue avec la lampe, pardon. On est dans une situation qui est assez dramatique. Et quand on voit, je crois que c'est 700 millions, non, 700 000 millionnaires, pardon. 700 000 millionnaires en France. Il y a eu une augmentation des millionnaires. Il y a eu, je sais pas si enfin, les gens qui nous écoutent ont entendu parler là euh, des piscines surchauffées dans un arrondissement de Paris, de la neige artificielle Mhm. dans je sais plus quelle station. Enfin voilà, oui, ça va toucher, clairement, ça va toucher les plus précaires en fait. Ça va encore toucher les plus précaires. Et voilà, enfin pour moi, et c'est sûr que ça touchera moins nos 20 millionnaires dans le gouvernement, notamment Monsieur Gabriel Attal qui est ministre du budget ou la première ministre. Enfin, voilà, de toute façon, on est dans une justice à deux vitesses en France et voilà, c'est assez triste. Alors, effectivement, c'est triste à dire, mais la restriction, elle sera pas pour tout le monde. Ça, c'est certain, elle sera pas pour tout le monde. Alors, j'ai une question aussi par rapport à la souveraineté énergétique. Euh, il y a eu une volonté de passer sur d'autres énergies. Ça, c'était une volonté du gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de réactiver les, euh, Centrale à charbon? les centrales aussi nucléaires. Oui. Nucléaires. Est-ce que maintenant il y a un rétropédalage par rapport à cette position? Est-ce que c'est pas il y a eu un grand mensonge aussi. On disait que Fessenheim devait être fermé parce c'était vétuste, alors que tout le monde s'apprête à dire que c'était la plus moderne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des mensonges qui sont véhiculés par le gouvernement pour cacher un peu leur incompétence et aussi également, parce que là on dit la guerre en Ukraine, elle a bon dos, mais ça ne peut pas être que la guerre en Ukraine. Il y a quand même eu des manquements de la part du gouvernement. Mais c'est complètement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une incapacité à planifier. Et nous, ce qu'on propose, c'est une planification écologique, notamment sur la question énergétique. Mais on est en 2022, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en fait. Ça se Mm. prévoyait. C'est quelque chose qui se prévoyait, c'est-à-dire que sortir. Alors voilà, tous les partis de gauche sont plus ou moins d'accord sur le temps, etc. Mais se dire que aujourd'hui le nucléaire, certes, c'est une énergie verte, enfin la plus verte de toutes les énergies actuelles, hein, clairement, mais il y a des risques.
il y a des risques, et on l'a vu dans d'autres pays, des risques nucléaires quand même importants qui risquent de raser complètement la France. Mais bon, voilà. Oui. Ça, c'est un risque. Le risque, il est minime quand même, mais il y a des problèmes dans le nucléaire et notamment tout ce qui est sous-traitance. C'est-à-dire qu'on passe par des entreprises sous-traitantes pour gérer en fait les centrales nucléaires et en fait, du coup, c'est un risque de sûreté et de sécurité. Ça, c'est une problématique. Après, euh, la problématique, c'est que ça coûte aussi un pognon de dingue. Enfin, clairement, on a mis, je sais plus combien, je vais pas dire une bêtise, donc du coup, je vais pas la dire, mais un chiffre quand même assez énorme sur la centrale. J'ai oublié le nom aussi, d'ailleurs. Bref, mais sur une centrale là qui est en construction en France. En fait, on repousse les travaux, ça prend énormément, et avec en fait avec l'argent qu'on a investi dans cette centrale et qu'on continuera à investir dans cette centrale, on aurait pu investir dans des énergies renouvelables. On est très mauvais en fait aussi par rapport à ces énergies renouvelables. Il y a des solutions, il y a eu des propositions qui ont été faites, notamment les éoliennes en mer. Enfin, il y a des choses qui sont possiblement faites. Et on a les compétences en France. C'est pas comme si on n'avait pas les compétences. On peut Mmh. construire des éoliennes en France, on peut, alors que on n'est pas indépendant par rapport au nucléaire, puisque voilà, ça nécessite notamment de faire venir. Et Traitement. j'ai oublié, si, comment, Il y a le de faire. traitement des déchets, il y a le traitement des Oui, il y déchets, a tout le ça. traitement des déchets, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas indépendant par rapport à ça. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu. Ah oui, Compliqué. effectivement. Sauf que le français moyen, là, il y a un des abonnés. Bonjour Élie, je suis dans un HLM Lyon. Euh, les Ah, portes et les fenêtres ne ferment simplement pas. Le chauffage est juste inutile. Les maires ne peuvent vraiment rien faire contre ces bailleurs. alors, où t'habites dans Lyon 7? Parce que moi aussi, et j'habite aussi un HLM et c'est la merde. C'est vraiment la merde. Désolée l'expression, hein, mais bon, j'ai de l'air qui rentre et qui sort dans mes fenêtres et ça Hein. ne sert à rien de chauffer, donc je ne chauffe pas et je mets une écharpe. C'est Voilà. ce que Et tu donc dis. non, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mairie? Il y a des choses à faire effectivement. Et là, c'est plutôt la métropole, parce qu'on est au niveau de la métropole, mais ouais, c'est compliqué. Ça, c'est certain que c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en Oui, par souvenais rapport plus. aux énergies renouvelables, au nucléaire, etc. Oui, nucléaire, je pense que je suis sur la route de Vienne. Bon courage. Oui, c'est certain que il y a, à mon avis, il y a un manquement, il y a quelque chose aussi qui maintenant déverse sur les Français, le français moyen, notamment pour les écoles. Là, on parle de la possibilité que on envoie des SMS à 17 heures pour dire aux Oui, parents pour le de lendemain. trouver des solutions de garde parce que l'école, il y a des écoles qui vont fermer en France parce que Mais d'ailleurs, l'État n'a pas fait son travail. C'est à Strasbourg, je crois qu'il y a une école qui a fermé. Je suis pas sûre que ça soit à Strasbourg, mais il y a déjà une université qui a fermé et des écoles qui ferment parce que c'est impossible de chauffer, quoi. Mais, mais- mais à, Mais à ce niveau-là, c'est pour ça que ta question au début, quand tu m'as dit est-ce que c'est pas qu'une menace du gouvernement, en fait, c'est ça le problème, c'est que je suis pas sûre que ça soit qu'une menace et que c'est possible parce qu'on est dans un contexte qui fait que ça se passe réellement, quoi. Et donc oui, après, moi je trouve que enfin, c'est un peu de l'écologie punitive, quoi. Il y a un moment donné hum, où il y avait des solutions, il y a toujours des solutions, et on a fait les mauvais choix. C'est pas nous, hein, qui avons fait les mauvais choix pour le coup, hein. C'est plutôt le gouvernement et les différentes politiques de ces dernières années. alors il y a Zénine qui dit que c'est une université, c'est pas la même chose, ils n'ont pas besoin de les Oui, garder, ils sont grands. Ça, oui, c'est mais une bon, ils ont idée. besoin de pouvoir euh, Oui, s'éduquer aussi et d'avoir accès aux cours sans pouvoir, enfin, en ayant un accès adéquat, hein. Mais bon. et, et parlons aussi euh, des possibles personnes qui ont besoin d'une assistance respiratoire à la maison. Il a été dit que ces personnes-là seront coupées 2 heures pour que les frigos, la chaîne du froid, etc. Comment ils vont décider qui, j'ai vu que c'était par quartier, c'était par zone de 2 heures,
euh, par 1000 connexions, c'est-à-dire 1000 foyers, et ce sera par zone de 2 heures. Mais comment ils vont savoir qui a besoin de quoi? Euh, Est-ce que ce sera tous les quartiers? Il y a des zones aussi, par exemple, proches des hôpitaux, proches des prisons et proches des grands sites industriels. Le découpage, comment il va se faire? Et moi, j'arrive pas à comprendre comment on va pouvoir. Bah, je sais pas, c'est pas transparent pour le coup, et qu'on Personne ne n'est sait. pas, ben, clairement, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un qui sait comment le gouvernement va pouvoir découper les zones qui seront sucrées d'électricité et d'énergie pendant que d'autres le seront. Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe, et comme c'est très peu transparent de toute façon, et que tout est décidé au sommet, comment on va faire? J'en sais rien. Clairement, j'en sais rien. S'il y avait vraiment une réflexion de fond en se disant, bah voilà, on est obligé à un moment donné d'avoir des restrictions énergétiques. Pour le coup, je suis contre, hein. Mais je me dis que voilà, si on avait un gouvernement qui voulait travailler avec les communes, avec les métropoles, les départements sur la question énergétique, eh ben, on se met autour d'une table, on discute, Mhm. on dit, ben voilà, on va couper une fois par semaine pendant 2 heures. Où est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe là où il y a le plus d'habitations? À quelle heure? Est-ce qu'on coupe là où il y a le plus d'entreprises? À quelle heure? On fait attention effectivement aux zones où il y a les écoles, aux zones où il y a les hôpitaux. Mais ça, c'est pas fait en fait. Il y a des déclarations en janvier, il y a des déclarations du gouvernement qui dit on va couper l'électricité pendant 2 heures et on ne sait même pas. Les municipalités sont pas au courant, personne n'est au courant. Donc voilà. Je suis pas au gouvernement, donc c'est pas moi Oui, alors qui effectivement, planifie ça, mais vu qu'il n'y a pas de planification, bah on verra bien quoi. En gros, c'est ça. Et puis mais- c'est on verra bien et puis fermez bien votre bouche quoi. C'est-à-dire que ça sera comme ça et ça sera pas autrement. alors moi j'ai quand même imprimé les coupures d'électricité organisées foire aux questions interministérielles du 1er décembre. Ils disent que les coupures elles durent 2 heures pour les consommateurs concernés et sont limitées au strict nécessaire. Elles sont ciblées par zone géographique de 2000 clients, j'avais dit 1000 tout à l'heure, et alimentées par une même ligne électrique. Organisées, elles sont planifiées et mises en œuvre au dernier recours lorsque tous les leviers disponibles ont été activés et que les économies d'électricité sont insuffisantes. L'ensemble des Français hors la Corse, parce que la Corse est alimentée par l'Italie. Donc ce sera. Indépendance de la Corse, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, 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 oui. Et donc il y aura des signaux verts, pas d'alerte, signaux orange. Le système électrique est tendu, les gestes d'économie sont les bienvenus. Signal rouge, le système électrique est très tendu, les gestes d'économie d'électricité sont indispensables pour éviter, pardon, ou réduire les coupures d'électricité. Donc forcément, oui, il y a quand même ce rapport que j'ai Oui, téléchargé où ils expliquent brièvement oui, comment comment ça ils va. vont faire? Mais en gros, enfin, avec qui c'est concerté? Moi, je pose Ah juste la bah, question. ils sont, oui, oui, oui. Alors, oui, oui, ils sont concertés. C'est la RTE, le réseau électrique. Le réseau, ouais. Le réseau électrique, c'est la RTE qui jugera bon Et il y aura ici une application. On pourra voir si on est concerné ou pas à la région. Mais ça reste. Moi, ça me fait penser, j'ai envie de dire, je suis pas le complotiste, mais ça me fait penser à. C'est pour ça que j'ai couplé les coupures avec la retraite. Parce qu'il y a quand même la retraite, c'est quelque chose quand même qui vont possiblement passer au 49.3, à 49.3, puisque Alors, attention, parce que du coup, enfin, ils ont un coup à jouer, le gouvernement, parce que là, ils ont fait 7,49,3, et là, clairement, jusqu'à l'été, ils en ont droit que plus d'un. Donc, il y a la question de la retraite, et il y a aussi la question loi asile immigration. Donc, il va falloir faire un choix, et le gouvernement va le sentir passer, ce choix, clairement. c'est clair. Mais si les enfants ils sont à la maison et on doit les faire garder et il n'y a pas de train, les manifestations bah, bon, elles vont pas se dérouler comme et les regroupements, ce sera. Enfin, c'est aussi un moyen de- j'ai pas envie de Oui, le dire, de mais contrôler la population, c'est ce que tu voulais dire, c'est ça? bien évidemment de contre la population et je sais pas si c'est une bonne chose. Après, ce que je voulais peut-être t'entendre aussi de dire, c'est euh, quelle est la responsabilité du gouvernement la responsabilité du gouvernement sur le fait de pas réactiver les centrales nucléaires,
de pas avoir vraiment averti la population, hein, et de demander aux Français de mettre des cols roulés. Quand Bruno Le Maire il vient, il demande de mettre des cols roulés, il y a le triplement des factures pour les sociétés, il y a des gens qui sont passés qui ont triplé leurs factures. Les piscines, les enfants qui sont en sixième, moi j'ai une fille au collège, pas de piscine. Nous, ce qu'on demandait et ce qu'on demande depuis longtemps avec la France Insoumise, hein, c'est le blocage des prix de produits de première nécessité et notamment les prix de l'énergie. Et à un moment donné, on peut effectivement pas demander aux gens, alors que on a mis en place des politiques qui sont pour le coup antisociales en fait, et puis des politiques où où les actionnaires s'engraissent sur le dos des gens, de demander aux personnes de faire des efforts pour les autres en fait. On a proposé énormément de choses, notamment le blocage des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, parce qu'on peut parler de l'inflation et le prix des pâtes qui a explosé, etc. et tous les produits de première nécessité qui ont explosé. C'est hors de prix. On peut parler effectivement du SMIC qui n'augmente pas. On peut parler des retraites qui ont baissé, le montant de l'allocation retraite qui a baissé. Et en fait, tout ce contexte-là, bonsoir. Tout ce contexte-là, on le fait payer aux gens, en fait. Et après, on a un monsieur Macron qui dit, mais en fait, vous m'avez élu pour ça. Voilà. C'est un peu ça. Bonsoir Gamal. Bonsoir, excusez-moi pour le retard, mais j'étais pris sur un autre média, c'est très compliqué à chaque fois de couper. Pas de souci, pas de souci. On a fait t'as fait les en train de râler. On est en train de tenter d'expliquer ces coupures d'électricité. Et justement, on t'attendait pour avoir, j'ai envie de dire, parce que nous, on subit, on subit, on est obligé de mettre des cols roulés. Actuellement, il y a des coupures là? Il y a des coupures là? Non, là, ils ont annoncé des possibles. Oui, possible. Un plan des possibles coupures d'électricité. Donc, on se prépare. Là on est tous allés chez H&M acheter des cols roulés. Donc, maintenant, nous, ce qu'on va savoir, on a la chance de t'avoir. Merci, Gamal, d'être avec nous. Faut mieux faire du troc. Je fais du tac, mais la filière, l'industrie des vêtements, c'est vraiment très polluant. Ah, ouais. C'est pas faux. Ça, c'est très vrai. En plus de ça, on sait très bien où ils vont se fournir, où ils achètent, mais ça dépend des marques. Ça dépend. H&M, Zara, bon, ça c'est autre chose. Bon, désolé, je t'ai coupé dans ton. Non, mais pas de souci. Ce sera peut-être l'objet d'un autre live, mais merci. Je préfère Nico. Ah ouais, c'est un peu plus ça. Ouais, c'est plus ça. Toujours un plaisir d'écouter Gamal. Gamal n'a pas encore parlé, donc c'est vrai. Là, t'as même pas encore parlé. On te dit toujours un plaisir d'écouter Gamal. Ou des lampes de côté. C'est gentil. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments des clés de lecture par rapport aux origines de ce réel manque, parce qu'on a l'inversion c'est la guerre en Ukraine, mais du réel manque d'énergie dans ce pays et des réelles conséquences sur l'industrie et sur le peuple, quoi, sur nous. Alors là, bon, il y a déjà la question, il y a plusieurs questions par rapport à cette question, mais je vais essayer de te répondre de façon assez synthétique. D'abord, la question de Mister Enfumeur, on va l'appeler comme ça, Monsieur Macron, c'est un artiste. Pour nous enfumer, il est très très fort. Franchement, chapeau. J'ai envie de lui dire, franchement, il aurait dû être cheminé et pas président parce que c'est impressionnant. Il va en Algérie, il annonce qu'il n'y va pas pour le gaz, le pétrole, et qu'il a ce qu'il faut en France. Et les réserves sont de 90% de gaz, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour nous enfumer. Après, il explique quand même, oui, mais en même temps, on doit être solidaire parce qu'il y a les accords européens qui obligent la solidarité intra-européenne par rapport à l'énergie. En substance, avant, c'était pas le problème, mais aujourd'hui, ça l'est. La France avait une surproduction énergétique, par exemple, elle faisait du délestage. C'est quoi le délestage? C'est quand les centrales nucléaires qui produisent toujours la même quantité d'énergie et qui ne peuvent pas être consommées en été, puisqu'il n'y a pas une énorme consommation, puisqu'il fait chaud, et parce à part la clim, il n'y a pas grand-chose qui travaille, et puis il y a les vacances, les usines travaillent moins vite et tout, eh bien, ils vont délester. Ils vont donc envoyer l'énergie à d'autres pays, moyennant une rémunération. Cette énergie qui est indexée sur le prix du gaz et du pétrole, pour rester concurrentiel, pour pas être dans une concurrence déloyale vis-à-vis de pays qui n'ont pas de centrales nucléaires. 77% du parc énergétique français est constitué de nucléaire français. Il y a 56, je ne me trompe pas, 56 centrales nucléaires qui étaient en fonctionnement. Il n'en reste plus, de façon réelle, il n'en reste plus que 37 qui fonctionnent normalement puisqu'il y en a 19 arrêtés. Donc c'est à peu près le parc nucléaire actuel qui a été renégocié, revu à la baisse pour des raisons politiques à l'époque de Jospin par rapport au vert. Donc on avait peur du nucléaire, bref. Alors c'est quand même l'énergie la moins polluante malgré tout, même si la pollution générée, s'il y a un problème, est catastrophique, ça reste la moins polluante en termes de CO2. On parle pas en termes
parle pas de risque radioactif, mais de CO2. Et donc, le parc a été revu à la baisse. Il est vieillissant, il a plus de 40 ans, 50 ans pour certaines centrales. Donc, il est dangereux. Il y a des fissures qui sont observées. Faut pas croire que c'est de la rigolade. Il y a de vraies fissures, donc des risques réellement de contamination. C'est pas Tchernobyl parce que ça n'explosera pas, mais tout de même. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le parc vieillissant, on va le réactiver. Parce que oui, et on parlait, je fais juste une parenthèse, on parlait tout à l'heure de la sous-traitance aussi, qui est un gros problème au niveau nucléaire. C'est que du coup, on prend des entreprises sous-traitantes pour gérer ces parcs défectueux, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça garantit même pas la qualité du travail, mais ça, c'est notre débat. Et donc, le risque, il est là. Donc, la France si elle était seule en Europe, elle a parfaitement la capacité d'affronter l'hiver sans les besoins russes parce qu'il n'exportait, enfin, la France n'importait que 17% du gaz russe. Donc, c'était compensé par les 4% d'augmentation algérien, parce qu'il a eu 4%, même s'il n'est pas venu pour le gaz. Donc, Macron a obtenu 4% de plus. Ça veut dire, on est passé de 8 à 12%. Et ce qui veut dire que les besoins énergétiques venant de Russie, c'était 13%. Donc c'était très marginal en vérité. Ça pouvait être compensé par les centrales à charbon ou d'autres moyens que les Français auraient pu utiliser. Mais il se trouve, ce que Macron ne nie pas parce que c'est un enfumeur, donc on adore les signaux de fumée, que la France est enfermée dans des contrats européens obligatoires, qui lui étaient favorables quand il y a une surproduction énergétique, c'est tout bénéfique pour la France, parce que le parc produit toujours la même quantité d'énergie, mais qui lui est défavorable aujourd'hui quand on a besoin considérable d'énergie, alors qu'ils doivent continuer à maintenir l'alimentation de ces pays européens par solidarité énergétique européenne. Ça, c'est un mot magique que les gens n'ont pas compris, parce que c'est très compliqué à comprendre, solidarité énergétique. Dans les faits, quand il y a un pays d'Europe qui galère, faut que l'autre l'aide. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand un pays d'Europe a plus de gaz ou de pétrole, par exemple l'Angleterre est productrice de pétrole, le pétrole de la mer du Nord, de Brent, eh bien l'Angleterre se doit de vendre du pétrole aux pays européens qui sont un petit peu en défaillance pour des raisons X ou Y. Et là, il se trouve que la chute de l'approvisionnement, c'est 30% du marché européen. Alors, on ne peut pas remplacer, parce que les Russes ont décidé de péter la gueule aux Ukrainiens. Je suis désolé de la façon de présenter les choses, mais c'est ça, ce qui s'est passé. Et on fait la guerre. C'est pas une opération spéciale. Et j'aime pas le terme. Je trouve ça très connoté. C'est un peu sale de dire opération spéciale quand on lance des bombes du ciel. Il faut quand même être un peu sérieux. Donc, ils font la guerre à l'Ukraine, c'est un fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je rentre pas là-dedans. On a un Ukrainien excité qui s'appelle Zelensky qui veut la guerre mondiale, lui, carrément. Donc, il doute de rien, de dingue. Et moi, j'ai peur je comprends même pas qu'on le traite pas de dingue, parce qu'aujourd'hui, c'est un dingue. Hein. D'ailleurs, ça fait reculer un peu les Européens maintenant. Et on a un Poutine qui se frotte les mains et qui rit, parce que d'abord, il exporte toujours son gaz et son pétrole en direction de la Chine, et il dit aux Européens, si vous êtes sympa avec moi, je vais bien vous donner du gaz et du pétrole, moyennant le prix du marché. Donc, tout bénéfice pour lui. La Russie n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, d'ailleurs, faut le savoir. Et les Européens sont coincés, parce qu'on ne peut pas compenser 30% sur un tiers du gaz et du pétrole et du charbon, parce que le charbon, 50% pour l'Allemagne, en un claquement de doigts, c'est impossible. On ne peut pas récupérer le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain parce que de toute façon, ça coûte trop cher au transport et que le gaz, il faut le liquéfier, le transporter et le regazifier. Donc, c'est extrêmement cher. Ça coûte 10 fois plus cher. On ne peut pas faire ça parce que le coût est littéralement insupportable pour les consommateurs européens. On peut pas s'amuser à faire des subventions au gaz et au pétrole parce que ça coûte de l'argent à l'État, donc c'est mort. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Europe étant dans un piège grossier, que Macron, dans sa veulerie, on peut dire qu'il est un peu veule là-dessus, a été aux États-Unis en faisant le show. Il a dit, je vais y aller, je vais lui dire à Biden ce que je pense de lui. Et il est revenu comme un toutou à la conférence de presse. Ça, c'est vraiment honteux de sa part. Alors que l'Amérique est en train de voler les usines européennes en disant, chez nous, c'est moins cher. Allez-y, les mecs, venez. Voilà. Donc, là, on en est là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? Nous, le consommateur, on est frappé à 2 titres. Et c'est pas sympa. On est frappé même à 3 titres, je vais le dire. Par un mensonge grossier de Macron qui avait promis qu'il n'y aura pas de coupure. C'est gentil de sa part, merci de nous le dire aujourd'hui, qu'il y aura des coupures programmées avec un blackout le 29 apparemment. Donc c'est une séance d'essai parce que l'hiver il va durer 2-3 mois, il va être un peu méchant. Ensuite et surtout, on est frappé dans notre portefeuille parce qu'en plus non seulement ils vont réduire la consommation, mais on va payer plus cher, super cadeau. Et puis pour finir, parce que quand vous cassez l'économie française, ils vont taper sur les entreprises. Elles travailleront plus la nuit par exemple. Il n'y aura plus de lumière, on verra plus les tours Eiffel faire scintiller la nuit, par exemple. Pour dire, je plaisante là-dessus, mais dans les faits, ils vont nous dire acceptez d'avoir froid, acceptez d'affronter cet horrible hiver avec le Covid qui arrive, un cadeau, ça c'est un cadeau en plus. Et payer plus cher. Et la grippe, ça va de soi, et puis tout un tas de maladies qui sont liées à la saison, les maladies saisonnières. Cadeau pour vous, acceptez tous ces coups de crasse, il n'y a pas de problème, c'est pas de notre faute, nous on soutient le trapotiste Zelensky qui veut la guerre mondiale. Voilà le tableau. Je caricature à peine. Donc moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que ceux qui vont souffrir, c'est les ménages les plus pauvres. On se continue l'inflation galopante parce qu'évidemment, c'est quoi le colère de l'inflation? 2 mois sans production mondiale de Covid, ok? Premier élément d'inflation
Donc, il faut rattraper le retard. Et en plus, aujourd'hui, les produits coûtent cher parce que le pétrole et le gaz coûtent cher et que pour fabriquer un produit, il faut de l'énergie. Donc, on supporte à la fois le positionnement fantaisiste. Voilà. Alors qu'on aurait pu demander à Zelensky d'aller négocier avec les Russes, vu qu'il a des fils comme ça, il suffit de tirer les cordes. Hein. On aurait pu demander de négocier avec les Russes pour stopper cette guerre inutile qui tue des Ukrainiens inutilement, encore une fois. Et surtout, on aurait pu négocier avec les Russes un retour à la normale, lorsqu'une 1 et 2, on répare et puis on repart à la normale. Eh bien non. Les Américains ne veulent pas de cette grande Europe de l'énergie intégrée, interconnectée. Ils veulent vendre leur gaz de schiste ultra polluant et leur pétrole de schiste ultra polluant. Donc, non seulement c'est des grands pollueurs, mais en plus, ils accélèrent la pollution et ils accélèrent le prix du gaz et du pétrole à la hausse. Et ils en bénéficient à plein régime et veulent casser cette normalisation qui s'installe lentement mais sûrement en Europe pour qu'il n'y ait plus de guerre. Aujourd'hui, l'Amérique refait le coup des années 20 et, des années 10 et 20, 30, 40. Chaque fois, c'est le même truc. Ils foutent la pagaille, ils tirent la marron du feu. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Simplement, on va payer plus cher notre énergie. On va être rationné. On va être considéré comme des voyous si on consomme trop, ce qui est intolérable. On va devoir dire à nos parents qui sont fragiles et âgés, il faut mettre une petite moumoute sur le dos, quoi. On va devoir s'asseoir les cols roulés, c'était tout à l'heure, c'était amusant. On va devoir subir l'incompétence notoire de ces dirigeants politiques qu'on croyait intelligents, mais qui sont de parfaits crétins. Et j'utilise le terme à dessein, des parfaits crétins. J'en veux pour preuve un Bruno Le Maire qui officie toujours alors qu'il devrait être jeté dans une poubelle, c'est sa place, hein, qui a dit quand même, je rappelle Bruno Le Maire, nous allons péter l'économie russe et les Russes vont souffrir. Voilà ce qu'a dit le maire. Il n'a pas dit Poutine, il n'a pas dit Poutine, il a dit le peuple russe va souffrir. Il a fait la guerre à la Russie, ce clown. Le nain de jardin fait la guerre à un géant. J'ai pas compris la blague, mais bon, il l'a fait sérieusement. Et puis 3 mois plus tard, farcir un peu parce qu'on n'a pas les moyens de faire face. Voilà. Donc c'est ça qui gère le pays actuellement. C'est très dommage. Malheureusement, ceux qui souffriront, c'est les pauvres, c'est les fragiles, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui sont en détresse. Détresse économique et détresse de santé, puisque la santé va en prendre un coup, et simplement parce que ces gens-là ne veulent pas ce que les peuples demandent, l'arrêt de la guerre. Moi, je fais partie du peuple, je fais tout le monde. Il n'y a pas pire que la guerre, c'est une atrocité. Clairement, personne ne veut la guerre, ni le peuple ukrainien, ni le peuple russe, ni l'Europe. Il n'y a aucun peuple qui veut la guerre. Mais maintenant, la question que je veux poser à la fin, j'ai fait exprès de sortir cette petite sortie pour expliquer les évidences. Évidemment, il y a qui veut la guerre, à part les dingues. À part les dirigeants. Voilà, les dirigeants et voilà. L'argent, toujours pour l'argent. Et donc, la question qui se pose, et c'est une question qui devrait interroger tout le monde. On a une cinglée qui s'appelle von der Leyen, allemande d'origine, qui est prête à détruire l'économie de son pays pour satisfaire les desiderata des Américains et qui est surexcité. On a un Macron qui n'a pas le courage de dire aux Américains, vous arrêtez vos conneries, sinon ça va mal se passer. On va couper notre relation avec vous. On a Scholz qui n'est pas à la hauteur, qui essaie de trouver des moyens un petit peu, en passant par la Chine ou à droite à gauche, de contourner la difficulté. Et on a des peuples européens qui ne veulent pas la guerre, mais qu'on n'interroge pas. À chaque fois, c'est le même truc. Qu'est-ce que vaut une démocratie si ces petits dictateurs qui sont reconduits au pouvoir par des élections truquées souvent, ou pas truquées d'ailleurs, on s'en fout, si ces petits dictateurs n'interrogent pas leur peuple, qu'ils fassent un référendum pour demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à soutenir la guerre en Ukraine? Est-ce que vous êtes d'accord pour empêcher qu'on pousse la négociation des deux côtés d'ailleurs, parce que les Russes sont prêts à la faire? Est-ce que vous êtes d'accord pour être jusqu'au boutiste pour que ça nous fasse souffrir à notre tour? Est-ce que vous acceptez ça? La question posée, la réponse est très simple. Tout le monde dira à 99% non. On veut la paix. Les peuples ne veulent pas la guerre. Les dirigeants la veulent pour des raisons qui sont très, très malsaines. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question. Qu'est-ce que valent les démocraties si les peuples ne peuvent pas pousser ou obliger leurs dirigeants à pousser la négociation? Moi, j'en veux à Macron et à Scholz, c'est les deux leaders soi-disant européens, qui n'ont pas été voir Poutine pour dire bon, on a un peu de conneries, c'est bon, on ramène le taré, l'acteur à 2 balles par les cheveux, viens ici, maintenant tu signes la paix, donne-leur leur Donbass et on n'en parle plus. Ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'ego, une question d'argent, une question de vicieuse et assez malsaine de se dire on a des armes, il faudrait peut-être les utiliser. On a des stocks à écouler parce qu'ils écoulent les vieux stocks d'armement européens, hein, pas l'oublier, comme les Américains. C'est des vieilles armes qu'ils écoulent. Hein. Ça tue des gens, mais c'est pas grave. Au moins, ils sont rentabilisés. C'est une basse question d'argent et de rentabilité. Et ça, c'est très inquiétant, à mon sens. En parlant de guerre, il y a des rassemblements ce week-end hein, contre la guerre. Donc, on vous incite, ceux qui nous écoutent et nous écouteront plus tard, à y aller un peu dans toutes les grandes villes. Donc, c'est aussi le moment de prendre position et de parler de ça, effectivement, de dire que les travailleurs et les citoyens et citoyennes ne veulent pas de la guerre. Le peuple ne veut pas de la guerre. Le peuple, tout simplement. Et je vous invite aussi à celles et ceux qui nous écouteront de regarder sur mon Insta. On a fait un live avec Gamal
et Olivier aussi sur les raisons de la guerre en Ukraine, qui était très très instructif et très très intéressant. Où là, Mm. où Gamal, merci beaucoup, donc on a pu développer, tu as pu vraiment dérouler un peu les raisons de cette parce que nous tout à l'heure on a parlé, enfin on est des travailleurs sociaux, donc on a parlé un peu de ce qui nous animait. Et là, Ah, vraiment, ça va. merci pour ce récit, parce que c'est très important de savoir tout ça. J'inviterai aussi j'inviterai aussi les gens aussi à partager ce live, parce que ce que tu viens de dire, et ce qu'on a dit aussi auparavant, c'était intéressant. Je pense on va passer à la retraite, à 23h27. On n'aura jamais, mais ouais. Euh, Ça, c'est bon, la possible retraite, c'est-à-dire la retraite, j'ai envie de dire, peut-être la retraite spirituelle, peut-être on l'aura, hein, ah, peut-être ça va. j'espère. Mais en tout cas, la retraite, les 1 200 euros, bon, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ils vont faire, je sais pas. Ce Euh, qui, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que des dirigeants qui traitent mal les enfants et les personnes âgées, c'est des dirigeants qui vont mal et qui sont vraiment malveillants. On disait tout à l'heure, Gamal, ce sont des gens malveillants. Les Mm. enfants, on est travailleurs sociaux, on voit comment l'aide sociale à l'enfance, c'est la merde, c'est le clairement. parent Oui, pauvre oui. de ce gouvernement. Ouais. Et Mm. les retraités, et on va parler des EHPAD, etc. Les retraités, ce qu'on leur propose là, c'est indécent. C'est D'accord. indécent. C'est indécent et en plus de ça, la pension de retraite, ce qu'on disait tout à l'heure, elle a diminué. En quelques années, elle a diminué de plusieurs pourcentages et on se retrouve avec des gens et quand on va voir des personnes âgées, et puis c'était le cas aussi de ma grand-mère, pour le coup, elle est décédée depuis, mais Mm. elle avait perdu 300 euros sur sa retraite. C'est énorme. C'est juste Ouais. énorme. On voit des gens et même en ville et partout. Enfin, voilà, quand on traque, quand on discute avec les gens, on le voit. Il y a des gens qui arrivent pas à finir les deux bouts. Et moi, je me rappelle pendant la campagne législative, alors pour ceux qui sont de Lyon, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient de Lyon, je suis Mm. allée dans le 5e arrondissement, qui est quand même un arrondissement on dit plutôt riche, etc. Et une personne âgée, pour le coup, elle était à la retraite, une aide-soignante à la retraite, me raconte, bah moi, je continue à faire en fait des travaux d'aide-soignante parce que ils arrivent pas à embaucher. Et en plus de ça, bah moi, j'ai une retraite de merde en fait. Et donc, Ouais. elle avait des problèmes d'épaule, etc. Elle me raconte ça et je dis mais enfin, nous, on se bat pour que, en fait, votre retraite, ça soit votre retraite. Vous avez travaillé toute votre vie. Pour le coup, vous avez cotisé, vous avez travaillé. Souvent, enfin voilà, pour elle, être soignante, c'est quand même un travail très difficile. Bien sûr. Et vous n'avez pas la capacité, en fait, de pouvoir jouir de votre retraite, enfin, et de profiter de vos enfants, de votre petits-enfants, etc. Et j'ai trouvé ça horrible. Et je trouve ça horrible le nombre de personnes. Bon, alors là, les chiffres, ils disent 8%, je crois, ou 10% de retraités sous le seuil de pauvreté. C'est déjà 10% de trop, en fait. C'est clair. Enfin, les personnes âgées devraient pas être sous le seuil de pauvreté. Et en France, 7e puissance mondiale, on devrait pas avoir, en fait, des gens sous le seuil de pauvreté. Bon, c'est quelque chose qui m'énerve. Et j'ai vu qu'il y avait le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est Mm. sorti il y a peu et qui dit qu'actuellement, le système actuel des retraites est bénéficiaire. Voilà. Et Donc Ouais. pourquoi, alors qu'on a un système qui est quand même viable, qui court pas à sa perte, on n'est pas en déséquilibre majeur, pourquoi on s'entête à vouloir faire une réforme des retraites qui va toucher du coup les plus précaires, pour le coup, et on va avoir une régression sociale de tout ce système-là, alors qu'il y a d'autres possibilités. Et en fait, il y a la possibilité de ne pas faire cette réforme des retraites. Enfin, pour moi, c'est clairement ça. On ne devrait pas faire cette réforme des retraites. On devrait financer autrement. On proposait à la France insoumise, hein, de passer, de rétablir la retraite à 60 ans avec 40 années d'annuité de cotisation et d'avoir un minimum au niveau du SMIC. Enfin, le minimum de l'allocation retraite au niveau du SMIC et d'ailleurs que Mm. toutes les pensions soient au niveau du SMIC. Ça coûtait pas si cher entre guillemets que ça. C'était 71 milliards d'euros, quelque chose comme ça, et qui était financé par l'augmentation des cotisations, l'augmentation de sources de revenus, et puis aussi de l'égalité salariale femmes-hommes. On peut en parler. Enfin, il y a des systèmes, et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de solution. Clairement, il y a pas de solution, alors que en fait, si il y a des solutions, sauf qu'on veut Mm. pas les mettre en place, c'est tout. Enfin, voilà. alors, avant que Gamal puisse nous donner des lumières sur la retraite, le 20 septembre, le ministre du Travail, Olivier Dupost, il dit s'il n'y a pas de volonté d'accompagnement, nous disposons des outils de la Constitution pour pouvoir avancer.
Donc, 49 ans. voilà. En 2017, Macron avait souhaité apporter cette réforme. Bon, il y a eu le Covid et ça n'a pas Il y permis a de eu pouvoir le des faire. énormes manifestations. Il y a eu Oui, des énormes manifestations. On se rappelle bien. pas de ça, mais les personnes qui se sont fait, enfin, les personnes âgées qui sont allées dans la rue, et pas que. on se rappelle pas de ça et c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. Mais bon, Pas que, bref. il y avait même les danseurs de l'Opéra de Paris qui étaient dans les rues, où il y avait les régimes spéciaux, la RATP, etc. Tout le monde était a été dans les rues par rapport à la retraite, parce que quand on touche aux retraites, là, on touche à tout le monde. Enfin, on touche à nos parents, on touche à nos grands-parents. Et effectivement, Macron, justement, avait bien dit en 2017 qu'il voulait le faire et qu'il n'avait pas eu le temps. Là, maintenant, il a le temps et il a aussi, j'ai envie de dire, la route et les feux sont au vert. Alors, on parlait des feux, les feux sont au vert, il peut tout faire. Parce que c'est soit le 49-3, ou soit c'est l'indignation, j'ai envie de dire, light de l'opposition et du peuple. Donc là, en réalité, il a envie étape par étape, de pouvoir mettre en place son plan. En réalité, il a été élu pour ça. Et c'est ce que je te disais. En fait, il va nous ressortir la même chose. J'ai été élu, je vous avais proposé mon programme, vous avez validé. En fait, alors que clairement, même si malheureusement ça sera peut-être la dernière fois, parce que on est quand même dans un contexte français assez compliqué, avec une montée de l'extrême droite, des violences à Lyon, des violences à Bordeaux là ce soir contre des députés de la NUP, etc. Enfin, c'est possible qu'en 2027, malheureusement, Marine Le Pen passe. Parce qu'à force d'avoir crié au loup, et ben en fait le loup arrive, hein, clairement. Et en fait là il dit vous m'avez élu et vous connaissiez mon programme, ce qui n'était pas le cas en 2017 pour le coup. Hein. En 2017 il jouait avec la gauche. Enfin voilà, moi je suis ni Denis. Enfin bon, bref, là on le sait clairement. On sait clairement qui il est. On sait les 5 ans de mandat qu'on a passé. On sait comment ça a été géré. Et voilà, maintenant il dit maintenant vous savez et vous m'avez élu. Donc assumez quoi. Et manifestement, il a été élu, même si Gamal dit qu'il a enfumé. En même temps, il y avait juste à aller sur le site et voir son programme. Bon, il a été sur TikTok, il a enfumé pas mal de personnes. Bon, en tout cas, il a été élu. Il est même venu chez nous dans notre ville à Cergy. Même moi, j'étais invité par rapport à son garde du corps que je connaissais quand il est venu à Cergy, alors qu'il y a une ville de gauche. Hein. Il est venu, pardonnez-moi, hein, on aurait dit Moïse quand il était à la mer Rouge. Incroyable, je vous dis, incroyable. Les gens, il y avait des snipers partout, les gens, limite, ils étaient en train de faire le baisement. Enfin, c'est vraiment le Jupiter qu'on disait, c'est vraiment ça. Après, c'est vrai que bon, il a été élu, il applique les lignes de son programme. Et en plus, il n'a pas fait campagne. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais complètement. Il a pas fait campagne. Il a refusé les débats. Il a refusé. Ouais. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Bon, Gamal, qu'est-ce que tu veux me dire sur les retraites pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce fonctionnement, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on se dit, c'est de l'aide entre générations. Il faut que les actifs qui travaillent pour les jeunes qui ne travaillent pas. Et il y a la pénibilité. On parle encore des plus faibles. Des gens qui travaillent à l'usine, des gens qui ont une grosse pénibilité, où on sait très bien qu'à la retraite, après, il nous reste combien de temps à vivre? 2 ans? Le nombre de personnes qui décèdent avant l'entrée à la retraite. Voilà. Ah bon, mais moi je parle après, quand tu as obtenu le fait de pouvoir te reposer et te un peu de tout ça, les ouvriers, il reste 1 ou 2 ans. Ils sont cassés. Moi, même à la retraite, elle a travaillé, elle est technicienne de surface, pour pas dire femme de ménage, mais elle n'arrive même pas à marcher. Les jambes, les genoux, ça y est, c'est terminé. Donc, est-ce qu'on peut pas avoir une solidarité par rapport à nos générations? Et est-ce que tu peux brièvement essayer d'expliquer un peu le régime des retraites pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, le régime des retraites, c'est quelque chose qui est le fruit de la Seconde Guerre mondiale. Les gens ne savent pas, mais ça remonte à loin. C'était l'après-guerre. Donc, il y avait quelque chose qui avait été fait après la guerre, avec l'impulsion des communistes et de Gaulle. Pas oublier que de Gaulle, qui est de droite, a quand même travaillé avec les communistes, qui était le Conseil national de la résistance. Ça consistait en quoi, ce Conseil national? Ça consistait en la préservation de l'outil industriel français, du transport, des postes, tout ça. En la préservation aussi des acquis sociaux qui sont arrivés dans les années à l'époque de Blum. Hein. C'est consécutif, il y avait une concurrence entre les nazis et puis les Français sur la question des acquis sociaux. Je dis les nazis parce que les nazis ont été malins, ils ont acheté la population comme ça aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la France a bénéficié de beaucoup de choses qui étaient positives, qui étaient des luttes sociales, hein, ça n'est pas arrivé comme ça. Et De Gaulle a accepté l'idée, après qu'un pays qui était brisé, un pays qui était humilié, de dire on va installer des systèmes de retraite par section, par corps de métier, qui ont fait ces fameuses différentes retraites qu'on observe aujourd'hui et que Macron voudrait démanteler.
Donc il y avait des retraites pour la SNCF, pour les RATP, pour l'aviation civile, pour les industries lourdes à l'époque qui existaient. Chacun avait son régime de retraite spécifique. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Macron n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, et on va parler des bases communicants après, c'est très intéressant ce qui est évoqué sur la question des retraites qui sont largement excédentaires. Ce qui pose problème, c'est que ce système était un système qui était inégalitaire, nécessairement inégalitaire, parce que tout était par terre après la guerre, et qu'il fallait faire en sorte qu'un certain corps de métier fonctionne. C'est un système qui aussi privilégiait les métiers difficiles. Par rapport à l'époque, travailler au train, c'est pas travailler au train aujourd'hui. À l'époque, quand on travaillait au train, on s'esquintait. Parce que c'était pas les mêmes trains, c'est des trains à vapeur, c'est des trains à charbon, c'est des horaires. Aujourd'hui, on a quand même des trains confortables. Bon, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ce qui est le plus difficile dans le train, c'est de se prendre un bourre-pif si on est contrôleur. Donc, c'est dire à quel point on est dans une situation de confort. Et les métiers à forte pénibilité, souvent dans le secteur secondaire, d'ailleurs, les bâtiments, industrie, ces métiers-là n'ont pas vraiment bénéficié de ces retraites préférentielles, mais avaient des retraites qui étaient quand même assez conséquentes. Les métiers de corps de fonctionnaires, parce qu'il n'y a plus de retraite, il y a aussi le fonctionnariat, avaient des retraites un peu plus conséquentes, puisque c'est l'État qui payait, c'est surtout des métiers qui étaient garantis par l'État. Et tous ces éléments ont fait que la retraite du privé et du public n'étaient pas les mêmes. Mais à l'époque des Trente Glorieuses, ça posait pas de problème, parce que le public travaillait bien, le privé aussi, et que tout le monde pouvait s'aligner à peu près. Après, il y a eu un différentiel qui a augmenté avec les crises multiples, 73, 79, et puis après l'éducation et les crises. Il faut que le secteur privé s'est moins bien porté, et que le secteur public était porté par l'État toujours, et que ça coûtait cher. Mais on note, et c'est là où il y a encore une fois un enfumage, hein, que les retraites de la fonction publique, c'est l'essentiel des retraites, c'est 5 millions quand même de fonctionnaires en France, sont des retraites qui sont bien gérées. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déficit chronique. C'est pas la question du trou de la Sécu. Les retraites de la fonction publique fonctionnent bien. Sauf que le banquier Macron, qui est un homme qui sait compter, c'est parfaitement ce qu'il fait, dit j'ai de l'argent à prendre à droite pour financer à gauche. Comment faire en sorte de dire que l'argent à droite est peut-être un peu trop, je ne vais pas leur dire parce que sinon c'est pas très bien, hein. Si on dit que les retraites sont excédentaires, tout le monde fait la fête. Comment faire en sorte de pouvoir récupérer cette petite, on va appeler ça une manne financière, cette petite cagnotte. Elle va dire au public, le public vous êtes un peu trop favorisé, le privé n'a pas de retraite. Voilà. Donc je fais un alignement généralisé. Il propose une caisse générale pour toutes les retraites. Et là où c'est salaud, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé 20, 30, 40 ans, qui ont une retraite parfois à 50 ans, comme les par exemple ceux qui travaillent à la RATP, qui sont machinistes, qui conduisent des bus et se détruisent le bas du dos toute l'année, hein, parce que les bus sont pas forcément bien équipés. Eh bien, ces gens-là ont une retraite à 50 ans, c'est vrai, comme les militaires. Sauf que ces gens-là ont travaillé toute leur vie pour cette retraite qui leur a été promise. Oui. Donc de leur dire du jour au matin, c'est bon, on va arrêter jusqu'à tel âge, ok, après c'est fini, c'est pas normal. Il y a une inégalité dans le type de métier. Donc déjà, je comprends l'énervement. On a l'impression de se faire avoir et on se fait avoir. Ensuite, il y avait des possibilités qui auraient pu être acceptées ou acceptables de dire voilà, on va faire une retraite comme tout le monde, une retraite publique privée, on garde à peu près le même système. On va pas piocher dans un système pour essayer d'alimenter d'autres caisses qui ne sont pas les retraites. D'accord? Et je vais donner un exemple très concret qui va parler à tout le monde là. On nous a dit le trou de la sécurité sociale était ingérable, c'est catastrophique, donc on va le combler. Comment? RDS. Après le RDS, c'est un impôt direct, hein, c'est un impôt qu'on ponctionne sur les salaires de tout le monde. Hein. On va rajouter la CSG. Après, ça faisait bien longtemps que le trou était comblé, mais on n'en parle pas, il faut surtout pas parler des comptes. Après, on va rajouter la CSG renforcée. Donc là, on a un déficit qui est plus que comblé depuis très longtemps, mais on en a plus ces impôts. C'est l'imposition qui nie pas son nom, sous forme de prélèvements sociaux, évidemment. On peut pas présenter l'impôt, ça fait mal. Prélèvement social, on s'en rend pas compte, on le voit pas passer, même si tout le monde se rend bien compte que la fiche de paye maigrit. Et là, aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est deux choses. C'est de faire croire qu'on est en train de combler un trou ou qu'on va prendre de l'argent des favorisés pour les défavorisés, ce qui est une arnaque. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ceux qui font un peu de compta ou de gestion, ils savent très bien ce que c'est. Ça s'appelle littéralement, c'est un trafic sur les comptes, c'est des jeux d'écriture. Ça s'appelle, sur un plan légal, on appelle ça l'abus de bien social, mais bon, on va pas dire ça comme ça. Ça s'appelle des transferts de fonds qui sont inopérants et qui sont de façon illicite. L'État veut faire les transferts de capitaux d'un compte à l'autre en prétendant sauver des retraites. Donc c'est un enfumage total. Je vais aller encore plus loin dans mon propos. Le RDSCG, c'est réglé, le trou de la Sécu est largement comblé, et pour autant, on continue à payer. Comme la fameuse vignette des vieux qu'on a payée pendant des années, alors ça n'a jamais assuré la retraite des vieux, c'était la retraite des vieux. Eh bien aujourd'hui, on veut nous faire croire que généreux, on va mettre tout dans un tronc commun. Mais c'est pas vrai. Les retraites ne sont pas du tout déficitaires, c'est un mythe. On prétend qu'on va anticiper un déficit à venir qui n'est pas acté.
On prétend qu'il n'y a pas assez de jeunes pour travailler pour les vieux. Ça aussi, c'est une arnaque. On sait très bien qu'on va faire appel à des jeunes étrangers pour travailler. Et surtout, on pourrait, si on était honnête, faire une proposition d'un homme que je déteste totalement. Donc, je ferai une proposition d'un homme que je déteste. C'est pas mal, ça va être une première. Un homme que, si je le voyais, je le droite. Nicolas Sarkozy. Que je déteste. Pour tous les crimes qu'il a commis. Eh bien, il a dit une seule chose intelligente dans sa carrière de taré et de voleur. Il a dit qu'il fallait envisager, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu la crise de 2008 des subprimes, une privatisation partielle, donc qu'on puisse cotiser dans des caisses privées de retraite. Ce qui là aurait été honnête. Pourquoi? Parce que ceux qui ont plus d'argent, qui sont plus inquiets, pouvaient cotiser comme on le fait avec ce qu'on appelle quand on a une complémentaire santé, dans des caisses privées. Ça, c'était pas mal. Ça n'imposait rien à personne. C'était un libre choix. Et ça aurait été intéressant. Et maintenant, ce qui m'inquiète le plus sur ces retraites, et ça a été évoqué par un modèle, je ne sais pas le nom, d'ailleurs, je ne déjà pas. Aurélie. Comment? Aurélie? Moi, c'est Aurélie, oui. Enchanté, Yamal. Je suis arrivé très en retard, je suis désolé, c'est moi qui suis, Pas de souci. qui suis à critiquer pour le coup. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une réduction des retraites dans des proportions abyssales. 300 euros, c'est carrément monstrueux pour un petit vieux, parce qu'on sait ce que ça représente. Quand 80% du budget est bouffé par le loyer, ça vous donne un peu le niveau de réduction et de paupérisation. Et quand il faut payer les frais de santé et qu'on n'a pas l'argent pour se payer une mutuelle privée. Tout à fait. Donc c'est une double peine, et surtout la triple peine qui va arriver, qui arrive déjà, hein, c'est 10% d'inflation. Or, le panier moyen du petit vieux qui prend les petites commissions à Lidl parce qu'il n'a pas l'argent et qui va prendre la malbouffe parce qu'il a plus que ça à faire, hein, eh bien, il va payer 20 à 30% plus cher. Pas 10% d'inflation, mais 20 à 30% en cumul. Ce qui fait que non seulement il a une réduction de ses rentrées d'argent, ses revenus, avec ses fonctions à la retraite qui sont intolérables, mais en plus, il se trouve frappé de l'inflation qui va réduire encore plus ses revenus avec des loyers qui, eux, continuent à caracoler en tête des records européens. Moi, j'allais dire une chose pour conclure, parce que je suis un peu long. J'allais dire simplement que, et je le dis toujours comme un sacerdoce, comme une sorte un gimmick, je veux dire même plutôt, un État fort protège les faibles. Si l'État fort ne protège pas les faibles, c'était le puissance mondiale, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que cet État est défaillant ou lâche. Je préfère dire lâche parce que M. Macron vit avec une vieille dame chez lui qui appelle sa femme. Donc, il devrait peut-être penser à tous les petits vieux qui vont souffrir déjà. J'aime bien les déclarations, mais j'ai du mal à gober l'histoire. Bref, une petite vanne pour le passage. Il a le droit de vivre avec une dame qui pourrait être sa grand-mère. Mais bon, plus sérieusement, simplement dire que quand on vit avec quelqu'un d'âgé qui a les mêmes problèmes que les autres, qui est plus santé, de toute façon, la problématique. Bah, elle a peut-être pas les mêmes problèmes financiers, hein, pour le coup. Pas financier, mais physique, physiologique. Oui. Et, oui, ça. Voilà. Et c'est normal, hein. C'est une femme âgée, comme tout le monde, plus. Et dernière chose que j'allais dire, c'est que j'ai dit une fois, ça fait rigoler parce que les gens n'ont pas compris le propos. La santé, d'accord, la vie, pour être précis, n'est pas rentable. Pourquoi? Clairement. Parce que quand on est jeune, on est fort. On est alimenté, mais on est fort. Quand on commence à rentrer à la force de l'âge à 40 ans, moi j'ai dépassé ça il y a longtemps, on se fragilise un peu. Et quand on dépasse, oui, à 40 ans, bienvenue au club, mon ami. Et quand on, je sais que tu t'es consacré récemment, ça fait rire. Et quand on dépasse cette force de l'âge, on commence à sentir, si on a une vie un peu difficile ou une vie un peu trop excitée comme les jeunes avec l'alcool ou je ne sais, ou simplement une vie dans un travail insupportable ou dans des conditions, ou dans, je sais pas, des expositions à des produits dangereux, n'importe quoi, eh bien, notre corps ne répond plus normalement parce qu'il a été violenté. Et donc, on commence à avoir la tuyauterie qui fuit un peu de partout, les os qui sont pas d'accord, les articulations qui ont tendance à dire que ça c'est grippé un peu, que ça rouille. Et tout ça, c'est une multiplication de fragilisation qui font que le vieillissement d'une personne qui a apporté tellement à la société est considéré après comme un outil qui est plus opérationnel, qui n'est pas rentable et qui ne rapporte pas d'argent. C'est vrai, mais c'est pas le but. Et c'est complètement dégueulasse, on est d'accord. Et dans d'autres sociétés, on prend soin de nos personnes âgées. En France, on les met dans des maisons de retraite et on les laisse mourir. Voilà. Et ces personnes âgées ont droit, parce qu'on construit ce pays, ont droit à du respect et du soutien et des aides. On n'a pas à faire cette rupture générationnelle, c'est écœurant. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que évidemment, quand on vieillit, on coûte cher à la sécurité sociale. Normal, on a travaillé toute notre vie pour coûter cher, et on doit être rétribué par rapport à ses cotisations. Parce que toute notre vie, on a travaillé non pas pour payer les charges sociales, ça c'est imposé, mais il y en a qui ne travaillent pas. On paye tous l'impôt, on paye tous la TVA. On se fait fonctionner du matin au soir. Dès que vous mangez un chewing-gum, vous payez la TVA. Eh bien, ça, c'est un droit qui n'est pas négociable. Les gens qui disent, je remercie l'État de m'avoir donné l'éducation. Non, je remercie pas l'État. Je remercie mes parents d'avoir payé la TVA pour avoir l'éducation, 50% du budget de l'État. Voilà ce que je remercie mes parents. Et donc, aujourd'hui, il est intolérable que ces vieux soient considérés comme des quantités négligeables
parce parce que ces vieux sont fragiles et parce qu'ils coûtent cher à la Sécu. Et c'est normal qu'ils coûtent cher parce que la vie n'est pas rentable. Et pour donner un exemple très concret, quand on a un cancer, on sait qu'on va vers la mort. Eh bien, la dignité impose que la personne qui sait que vous avez un cancer vous soigne jusqu'au bout pour que vous puissiez profiter au maximum de votre vie si vous le désirez, bien évidemment. Mm. C'est... Ouais. Et quand on sait, et du coup, il y a un appel à la grève pour le 21 janvier, je crois. Et quand on sait que 80% des Français et des Françaises sont contre, du coup, et soutiennent les personnes âgées, pour le coup, et sont contre cette réforme des retraites, en fait, la question c'est que veut le gouvernement en plus? Enfin, clairement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on subisse, ils veulent qu'on soit divisé, ils veulent faire passer en 49.3, ce que je disais tout à l'heure, ils en ont plus qu'un à passer avant l'été. Donc, il y aura soit la loi asile et migration, soit la réforme des retraites. Je pense que Macron va choisir la réforme des retraites puisqu'il veut absolument la faire passer. Mais qu'est-ce que ça va donner, en fait? Et je pense qu'après ça, comment les gens vont se relever? Déjà que je trouve qu'on est dans une espèce de léthargie et que malheureusement, même si la gauche s'est unie pour les élections législatives et qu'il y a eu un vrai engouement et un vrai travail qui se perdure avec les partis de gauche, ça n'a pas eu de répercussions ou très peu dans dans les nombres de votants. Donc les gens sont fatigués et on peut les comprendre. Mais en fait, si on n'a pas de soutien aussi de la rue, qu'est-ce qu'on fait clairement. Moi, j'ai pas la solution. Mais, ouais. Alors effectivement, on n'a pas de soutien de la rue. Tout le monde s'oppose. Hein. Tout le monde s'oppose. Les retraités, les gens du privé, secteur privé, du secteur public. Ah oui, Donc, 80%. En réalité, la route là pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est straight, c'est franchement, là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent même. Moi, ce qui me dérange, c'est la retraite, c'était quelque chose de beau. Les gens qui travaillent, les jeunes qui travaillent, paient pour les plus vieux. Il y avait quelque chose d'une transmission, quelque chose du vivre ensemble, où tu disais, bon, vas-y, je me lève le matin, même si je sais que ça casse les pieds, je vais aller taper du fer, mais au moins, je sais que les personnes âgées, elles peuvent avoir leur pain. Parce tout à l'heure, on parlait de leader, là, on parle de pain. Oui, et puis ça nous permet nous aussi quand on est dans une situation, parce que clairement personne choisit d'être au chômage. C'est quand même une des situations qui sont compliquées. Ça nous permet de dire, nous on a cotisé, j'ai travaillé, du coup j'ai cotisé et à un moment donné, j'ai un petit répit pour trouver un autre travail. Clairement c'est ça. Donc oui, on a un beau système en France. Clairement, notre système il est bien. On est en train de le détruire, mais le système il est bien. De se dire que on cotise pour les autres ou pour nous si on est en difficulté. Et puis du coup, nos enfants vont cotiser pour nous quand on sera à la retraite, et nous on a cotisé pour nos parents. Ce système est beau et on est en train de le détruire. Donc la solidarité. La solidarité, et ils sont en train de le détruire. Oui. Oui, mais on a un peu, ce que je disais, moi je suis un peu triste parce qu'on a aussi notre part de responsabilité avec la question des votes. Clairement, de se dire que on a la capacité. En Amérique du Sud, ils ont je pense qu'ils ont compris, où ils sont dans une autre démarche parce qu'ils ont une autre histoire. Les pays ont d'autres histoires et il y a toujours ce côté solidarité aussi en Amérique du Sud. Mais ils sont allés voter, hein. C'est pas cette justesse entre Bolsonaro et Lula, c'était très inquiétant. Effectivement, il y a une montée d'extrême droite, ça c'est clair, et puis de la droite partout dans le monde, mais ils sont allés voter. Et c'était le cas aussi au Chili, et c'était le cas dans d'autres pays. Et du coup, on voit l'Amérique du Sud qui se tend plus rose-rouge. Alors après, c'est dans un contexte particulier, et on verra sur le long terme si les mesures qui sont mises en place sont vraiment des mesures sociales, etc. Mais bref, ils sont allés voter, les gens. En France, on boude les urnes. Oui, mais le problème, c'est que si on boude les urnes, en fait, on fait passer des gens à qui ça arrange qu'on boude les urnes. Donc voilà. Bref. Justement, on parle des votes, les jeunes. Est-ce qu'on rend accessible le vote? Est-ce qu'on rend accessible les programmes? Est-ce qu'on ne fait pas aussi du McDonald's, un package McDonald's pour aller voter? C'est ça aussi, de mettre hors jeu, parce qu'on parlait de football tout à l'heure, si on met hors jeu les jeunes et le peuple sur les vraies questions,
C'est des vraies questions, ça. Hein, Mais il y a un manque de représentation aussi des jeunes dans la sphère politique, clairement. Ça a un petit peu changé là, avec, je pense, plutôt la NUP, mais c'est le cas aussi à l'REM qui est un peu plus de jeunes. C'est Macron qui a lancé. Oui. CSP+, etc. Mais je veux dire, il faut de la représentativité. Il faut de la représentativité aussi dans les quartiers dits populaires. Il faut de la représentativité dans tout profil de la population. Aujourd'hui, les partis politiques sont mauvais là-dessus aussi. Hein. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je disais tout au début, il y a une responsabilité qui est partagée. La responsabilité, elle est que certes, on ne choisit pas. Enfin, c'est le gouvernement qui choisit pour nous. Et d'ailleurs, il n'est pas transparent. Et d'ailleurs, il met en place des choses où on n'est pas d'accord. La question des retraites et tout ça. Mais on a une part de responsabilité parce qu'on vote et les partis ont des parts de responsabilité parce qu'ils doivent être plus dans la représentation. Mais voilà. On parlait de retraite tout à l'heure, mais on peut aussi parler de nos amis de la NUPS aussi qui ont, dans les quartiers populaires, qui ont éjecté certains candidats qui étaient de couleur un peu trop sombre, hein, pour un peu blanchiser. Ça, en tout cas, nous, en Île-de-France, ça, on l'a bien vu. On l'a bien vu, et ça, c'est ça aussi qui dessert la cause aussi, parce que on parle d'extrême droite, de la montée de l'extrême droite, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont issus des quartiers, issus de l'immigration, ou même dans les dom-toms, qui vont voter pour les extrêmes, parce qu'il y a aussi la gauche, et a fait du clientélisme, a fait aussi pas mal. Après, les dom-toms, c'est encore particulier aussi. Enfin, faut savoir. Enfin, on se rappelle au présidentiel premier tour, ils ont voté pour le coup en masse pour Mélenchon. C'était pas le cas au deuxième tour, et c'était pas le cas. C'était pas le cas au deuxième tour où du coup Marine Le Pen est passée en force, mais parce qu'il y a un vrai vote contestataire. Enfin, dans les dom-toms, ma petite sœur, elle habite en Martinique, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu, pour le coup, j'ai jamais vu en France un endroit aussi précaire que les dom-toms, et c'est pire à Mayotte. Enfin, clairement. Voilà, on a laissé de côté ces départements de France, et ça, on pourra en parler aussi, mais c'est assez catastrophique. Et du coup, c'était un vote contestataire, clairement. Parce que du coup le programme de la France Insoumise était quand même en leur faveur, et après comme Mélenchon est pas passé, ils ont voté en masse Le Pen, quoi. Après, Mayotte, c'est pas un département français, c'est occupé légalement par le territoire. Oui. Je pensais de la Martinique, Martinique, Guadeloupe, tout ça. Bon, on pourra en reparler de vote contestataire, parce que moi je suis pas certain que ce soit un vote contestataire. En tout cas, dans les quartiers populaires, il y a eu vraiment un blanchiment de cette. Ah oui, pour les législatives. Oui, pour les législatives, oui, clairement. Ça, c'est indéniable. Et bon, donc dans l'imaginaire collectif, on se dit, c'est quoi? Il y a une différence. Mais tu sais, c'est aussi, c'est les questions qu'on se pose aussi. Pourquoi on met plus des hommes sur des circonscriptions gagnables et pas des femmes? Enfin voilà, c'est vrai que c'est un problème, et je pense que c'est aussi à apporter en tant que femme ou en tant que personne des quartiers populaires et tout ça. Il faut investir la politique, clairement. C'est dur, on s'en prend plein la gueule, clairement, hein, c'est assez dur, mais il faut investir la politique, il faut y aller, quoi. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être relevées par rapport à la NUPES. D'abord, NUPES, donc c'est les Verts et puis un peu de coco, et surtout LFI. Alors, il y a eu beaucoup de fautes politiques qui ont été commises. Le Parti socialiste aussi. C'est un parti, ça? Ça existe encore? Oui, ils sont en plein congrès. Congrès de quoi? Ils sont 3, 4, 50? Non, on est débarrassé de ces gens-là, tant mieux. Et pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, non, les grands leaders, c'est les Verts et puis LFI qui est le gros leader de l'UPS. Je pense qu'il y a une faute politique qui a été faite par manque de courage de la part, et c'est toujours de la part de Mélenchon. Bon, Mélenchon, j'aime pas le personnage, mais il a construit une structure qui est assez extraordinaire. Même si lui est imbuvable, mais ça, c'est notre débat. Il a commis une faute politique. Il aurait dû tout de suite dire de façon claire, avec tout le risque qu'il devait en question de départ: je suis contre les guerres en Ukraine, je veux la négociation. Il l'a pas dit. Il aurait dû dire c'est pas vrai. Je suis désolée, je te coupe, mais c'est pas vrai. Ça a été dit dès le début. On ne veut pas la guerre en Ukraine. On veut des sanctions pour la Russie, et on veut protéger les peuples ukrainiens et les peuples russes. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a préféré prendre une position de recul par rapport à la Russie, ce qui est une faute. Ça servait à rien. Parce que quand on dit on veut des sanctions contre la Russie, ça signifie qu'on prend parti pour l'Ukraine. Or, il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dit: je suis contre la guerre. Il faut arrêter ces guerres inutiles, parce que les peuples ukrainiens meurent inutilement. On est d'accord là-dessus. Et les Russes aussi. Il y a des gens qui vont mourir inutilement. Et il aurait dit ça parce qu'il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur
qu'on lui reproche ses accointances avec les Russes, qui sont stupides d'ailleurs. Hein. C'est qui sont fausses, oui, fausses. Mais c'est pour ça que j'ai stupide. Ensuite, donc lui, c'était un peu parce que je sais pourquoi il l'a fait, parce qu'évidemment on lui reprochait ça. Donc il est obligé de pousser sa position de façon catégorique et radicale. Et je pense que ça, sur le terme, il aurait eu un avantage sur les autres. Ensuite, concernant, je parle même pas des Verts, mais le leader, frère, mais c'est catastrophique. Lui qui a mis des armes en Ukraine, c'est le débile total. On se demande s'il a compris qu'il était vert. Hein. Moi, j'ai vu un mec d'extrême droite. Alors, moi, du coup, je suis pas de ELV, mais ça m'a vraiment, pareil, ça m'a très attristée parce que je pensais ELV, en tout cas, initialement les Verts, contre la guerre, plutôt pacifiste, et contre l'envoi d'armes. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est ça, c'est de dire on envoie des armes. Et sur les territoires, c'est le discours. Nous, on s'est frité énormément pendant la campagne présidentielle quand on tractait avec ELV, notamment là-dessus, parce que pourquoi vous voulez envoyer des armes en Ukraine? Déjà, on a fourni la Russie jusqu'en 2020 d'armes françaises, et là, vous êtes pour l'envoi de. Et en fait, vous êtes OK pour le principe de ces armes vont tuer des gens, en fait. Enfin, juste revenons à quelque chose. Une arme, c'est fait pour tirer sur des gens, donc vous êtes OK qu'on tue des gens. Enfin, là-dessus, on est d'accord. Donc, on est très loin des flower power, et malheureusement, ces idiots ont suivi leur leader qui est un crétin. Je le traite des crétins parce que je peux pas le voir. Qui a cassé le mouvement. Donc, la NUPES, c'est d'un côté un Mélenchon qui a eu peur qu'on lui reproche d'être juste. En réalité, il était juste, Mélenchon, c'est pas la question. Sur les questions internationales, je le trouve extrêmement précis et juste. Et le côté, c'est lâche des Verts qui ont proposé l'envoi d'armes. Donc ça a quand même donné un discours dissonant qui avait rien à voir. Ensuite, l'autre chose qui me paraît essentielle, je trouve intolérable que dans une démocratie, soi-disant, un homme, le dirigeant du pays, fasse des 49-3 comme des oukases, comme un diktat de dictateur. Je veux bien que... Mais là, c'est enchaîné, hein. Enfin, désolé, mais du coup, là, les 7 en quelques semaines. Et le problème, c'est que ça ne choque plus personne. En fait, ils ont tellement banalisé le 49.3 que, en fait, plus personne n'en parle, ou quasiment pas. Ou on en parle en rigolant. Ils ont encore mis le 40. Non, mais c'est pas drôle. Moi, en fait. Je vais donner une petite piste. Je pense que, parce que sur les questions sociales, on a du mal à mobiliser parce que les gens ne souffrent pas assez. C'est triste à dire. Hein. Ils souffrent pas assez. Il faut vraiment que ça fasse mal pour qu'ils se peut-être que là, avec la restriction énergétique, ça fera quelque chose. Probablement. Ensuite, moi, je pense qu'il faut contester ce système de la 5e République qui a été fait par un militaire, qui n'était pas démocrate, je le rappelle quand même. Il a eu le pouvoir par la force, il n'a pas eu par les élections au début, et qui a imposé un système ultra-présidentiel et à la limite de la dictature. Parce que, au nom de quoi un homme comme Macron peut imposer par des oukas tombés du ciel un 49.3? Moi, je pense qu'il faut pas manifester sur les questions sociales parce qu'on sait qu'elles sont là. Il faut manifester parce que le sous-jacent, c'est social, on est d'accord là-dessus. Il faut en finir avec le 49.3. Réforme constitutionnelle, on doit arrêter ça. C'est inadmissible. Ils veulent pas mais là, du coup, on sera soutenu par qui? Enfin, clairement, En plus d'autres questions, celle-ci doit être portée parce que là, il va nous mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il va choisir entre l'immigration et les retraites. C'est quand même pas il va choisir les retraites, je pense. On est d'accord, mais il va quand même faire cette balance. C'est quand même malsain. Immigration, retraite, on a tout compris. Donc ça, c'est une question qui se pose. Ensuite, moi, je pense que la démocratie française est malade de ce système d'hyper-présidentialité et de ce système littéralement antidémocratique. Elle est malade parce que le Parlement ne compte pour rien aujourd'hui. C'est ça, c'est une chambre d'enregistrement. Et encore, on a un petit peu plus de chance quand même, parce qu'il y a... ils ont plus la majorité aujourd'hui, le gouvernement. Donc oui, mais il y a pas de résultat malheureusement. C'est une chamaillerie qui peut que bloquer, ralentir, mais qui ne peut pas arrêter. Et c'est un problème. Donc moi, je pense que c'est un manque de respect pour le peuple qui a voté en faveur de la gauche, en l'occurrence. C'est un manque de respect pour le peuple qui se sent fragilisé et qui n'a pas voix à la parole. Et moi, je trouve pas normal, par exemple, le référendum d'initiative populaire, tout le monde l'a critiqué parce que évidemment, c'est une confiscation du dictateur de son pouvoir absolu. Moi, je pense qu'on doit l'imposer. Ah mais non, clairement. Et ça veut pas dire qu'on l'impose pour n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas 100 000 personnes, non. Il faut 1 million de personnes en signataire pour dire voilà, 1 million de personnes, ça compte. On impose cette question-là au Parlement parce que il faut se rappeler quand même, les politiques sont au service du peuple et pas le contraire. Aujourd'hui, on se demande si c'est le cas, mais c'est bien ça. Les politiques qui sont censées nous représenter sont à notre service. Or, aujourd'hui, on pense comme des dictateurs. Donc, c'est des questions qui doivent être posées. Et puis moi, ça va 5 minutes, les macroneries, je vais être gentil. Mais le gars, il dit tout son contraire tout le temps. Ça va ça commence à se voir. C'est même pas dit en même temps, c'est du n'importe quoi. Donc, qui commence un peu à ouvrir les yeux parce que il se rend pas compte que s'il y a une colère populaire qui monte, et elle va monter, et surtout en France, c'est un peuple qui a quand même une tradition à
À se rebeller un petit peu, ouais. Et ouais, et puis à faire tomber carrément le plus, on l'a vu. À rétablir des monarchies, à rétablir la dictature. Bon, la France a connu tout. Oui, oui, mais on en parlait tout au début de ce direct. Enfin, le problème, c'est qu'on est un peu endormi. Et le Covid et la crise sanitaire nous a endormis. Oui, mais justement, c'est ça qui fait que je pense que le pic, on ne sait pas à quel moment ça va partir. Moi, je suis persuadé que ça va partir parce que c'est comme en mai 68. Les raisons pour lesquelles ça a démarré, c'était des raisons à dormir debout. C'était zéro. On était en pleine trente glorieuse, tout allait bien, il n'y avait pas de crise économique, tout le monde mangeait normalement et pour autant ça a pété. Parce que la chape de plomb, c'est pas le fait qu'il y ait du social qui va. La chape de plomb qui s'amenuise, qui est de plus en plus pesante, c'est ça qui fait péter les choses. Et surtout, la problématique de M. Macron, c'est que il a vraiment un truc qui est caractéristique des gens de grandes écoles en général. Il a cette espèce, c'est un peu à la limite un psychopathe, cette espèce de mépris de classe assez dégueulasse. Oui, ben carrément. Qu'il affiche de façon éhontée. Et malheureusement, très souvent, il y a des dérapages. Je prends un exemple très concret, parce que moi, je suis d'origine algérienne. Il va en Algérie, il prétend qu'il faut reconnaître les crimes et tout. Il voit un jeune qui lui parle, il lui répond avec le mépris qui lui caractérise. Mais t'étais pas né, pourquoi tu parles de ça? Bah, il en parle parce que c'est le descendant d'eux. Et ça, c'est dégueulasse. C'est pareil pour la question des retraites. On va tous à la retraite, c'est évident, sauf si on n'a pas. Là, elle est mignonne, c'est quoi, Sacha? Oui. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, ouais, par rapport à ça, ce mépris de classe va lui coûter s'il continue. Il a fait le coup d'essence à l'époque des Gilets jaunes. Après, il a méprisé la. Ouais, mais on pensait, enfin, moi, je suis d'accord avec toi et j'espère qu'on va arriver à cette situation-là, mais on pensait déjà ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, pendant les Gilets jaunes, on pensait ça, on a pensé ça pendant les retraites, pendant les Gilets jaunes et pourtant il est repassé. Dans une situation particulière, mais il est repassé et depuis, ben, il y a eu des manifestations, il y a eu en septembre, en octobre, etc. Mais rien ne se passe. Et la deuxième chose qui manque, et je vais dire pourquoi ça n'a pas marché. Moi, j'ai la réponse, elle est très facile. Les Gilets jaunes étaient un groupement d'individus complètement déstructurés qui ne voulaient pas de leader. Or, depuis quand une révolution ou des révoltes qui portent des messages forts le font sans leader? Cette idée de se dire on veut pas de politique donc pas de leader, c'était une faute de leur part, ça les a tués. Et n'importe quel rigolo a parlé à droite à gauche, l'extrême droite était dedans, bref, ça ressemble à rien. S'il n'y a pas un leader fort et qu'il n'y a pas un vieux monsieur comme monsieur Mélenchon, qui en plus a l'image d'un brailleur qui passe son temps à invectiver, donc il s'est disqualifié, et en plus un ancien produit du Parti socialiste, donc laisse tomber, pas un imbécile comme le Vert qui a un charisme de poulpe. Macron, il a joué d'une chose, c'est pour ça qu'il a été élu quand même, faut jamais perdre de vue qu'il a été élu avec 30% des voix. C'est énorme au premier tour. C'est le gars, il a une assise populaire qui a dormi debout. 30%. 27 au premier tour. Quasiment 30. Non, mais faut pas lui augmenter les pourcentages. Mais même 27, c'est trop. En général, c'est pas. Oui, mais moi, je me suis vraiment interrogée, me dire, mais c'est pas possible parce que tout autour de moi, j'essaye d'être pas que avec des gens de gauche, mais tout autour de moi, il y a personne qui a voté Macron. Et donc, du coup, personne n'a voté Macron, mais il y avait 27%. Non, il a une base qui est solide. Macron, il a un truc que les autres n'ont pas. Je suis désolé de le dire, mais Mélenchon n'a pas ça. Corbière n'a pas ça. Corbière, il aurait pu, mais il l'a pas. Il y a beaucoup de leaders comme ça, populaires ou populistes ou politiques, parce que je mets tout dans le même sac, qui n'ont pas ça, c'est le charisme. Macron, il a un truc qu'ils n'ont pas, il a la jeunesse pour lui, il a une belle gueule, il a un petit côté Robert Redford, sa patoche. Ouais, mais c'est un... Ouais. Mais ça marche. Il a son petit zozotement sur la langue qui lui donne un côté un peu enfantin. Quand il veut y en a marre, c'est toujours il parle comme ça. Macron a su jouer de la séduction. Ça n'est pas un homme. C'est du charme. Mais moi, je me rappelle mes grands-parents, mais complètement, en 2017, mes grands-parents, qui ont maintenant 90 ans, m'ont dit au deuxième tour, t'es contente Aurélie, on a voté Macron. Et je dis, mais pas du tout. Mais pas du tout contente. Enfin, c'est un banquier, on met un banquier à la tête de l'État. Non, je ne suis pas. Oui, mais il est jeune et il est beau. Voilà, c'est ça. Alors, on vote pour la beauté et la jeunesse. On est où, là? Et je pense qu'il y a énormément de personnes âgées qui ont voté pour ça. Tout à fait. Voilà. Les filles qui l'ont fait aussi, Ils séduisaient pas les jeunes immigrés parce qu'il a su capitaliser son premier mandat. J'aime bien les Noirs, les Arabes, j'ai un petit Marocain à côté de moi. Il a été malin. Donc, Macron a été un séducteur. Ce n'est pas un homme politique. C'est un séducteur qui a séduit la gauche et la droite au début en capitalisant et en drainant littéralement les cadres les plus intéressants pour lui, Ensuite, il a séduit la droite, puisque la gauche commence à se barrer, ils ont compris l'arnaque. Et aujourd'hui, Macron, il séduit un corps électoral qui est à la fois inquiet et en même temps qui donne le sentiment que cet homme est au-dessus des partis. Pourquoi il n'a pas fait campagne? Pourquoi il a laissé écharper avec des gens qu'il allait massacrer à l'élection, il connaissait déjà les sondages? Eh bien, Macron ne s'est pas trompé. C'est un petit malin, d'un séducteur qui joue la carte américaine. Il a joué du Kennedy, c'est un petit peu, il se prend pour Kennedy la française. Et ça a marché. Et
Et moi, ce que je pense qui manque dans les partis d'opposition, ils avaient Jospin à l'époque. J'avais pas Jospin, mais bon, il y avait Jospin qui séduisait aussi une certaine jeunesse. Après, les mal vieilli, évidemment. Il faut des hommes neufs, pas nécessairement jeunes, hein. De Villepin était un homme neuf. Ils l'ont cassé, mais il aurait pu faire l'affaire. Il faut des hommes neufs qui soient pas des dandys, mais au moins qui soient séducteurs pour la population et rassurants. Macron, il a ces deux qualités. Il a le physique d'un jeune. Mais il n'est pas rassurant. Non, il n'est pas rassurant pour ceux qui le connaissent. Oui. Mais il est rassurant pour ceux qui ne connaissent pas la politique. Quand il parle, il a une technique qui est très maligne, parce qu'il a lu évidemment Machiavel, mais pas seulement. Il a dû lire Schopenhauer. Il dit oui à tout le monde, tout le temps. McKinsey. McKinsey n'a pas, c'est pas ils sont pas très bons là-dessus comme conseil en image, c'est pas les meilleurs. Mais il dit oui à tout le monde, il dit oui tout le temps à tout le monde. Oui, mais je suis d'accord avec vous, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Je vous comprends. Et après, il leur met un couteau dans le dos. Il est très fort là-dessus. Donc Macron, c'est un peu c'est un peu comme quand il va en Algérie pour dire oh, c'est bon, on n'a pas besoin de gaz et de pétrole, et il négocie le gaz et le pétrole. Ça en dit long. Mais devant les caméras, il a l'outrecuidance de vous prendre. Mais non, nous ça va très bien. On a les réserves, on a ce qu'il faut. C'est un séducteur qui est un bon imimenteur et qui, je suis sûr, bon, je connais pas son orientation, mais je sais qu'au niveau des jeunes femmes, il doit beaucoup plaire. Donc il faut, même des jeunes hommes. Il est beau, hein. Non, il plaît parce qu'il fait Kennedy, il fait Robert Lesford sur sa jeunesse. Il peut dégoûter des gens qui sont avertis. Parce que le diable a toujours des beaux atours. Mais le fait est que Macron a séduit. Oui. Il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas de slogan, il n'y avait pas de programme. Il n'a jamais eu de programme, ce gars-là, faut le dire. Le programme, c'est quoi? C'est des vieilles paroles en l'air, hein. Un programme sérieux, il n'a pas eu. Il ne respecte pas de toute façon ce programme, il s'en fout. Non, mais c'est la République des copains. On va placer tout le monde. On va faire le système banquier au niveau de l'État, et puis voilà. C'est ça. Le système des écoles, pour être très précis. Ouais. Parce que c'est un produit d'école. Des grandes écoles. Les grandes écoles de commerce. On va devoir s'arrêter. Et minuit. Oui, je travaille demain. Je me lève tard. Je suis la France qui se lève tard. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour vraiment ces éclairages. Avec plaisir. C'était vraiment un Pas de plaisir. souci. Je vous invite à aussi diffuser ce live, voilà. Surtout pour les retraites où on a pu parler des éléments, des clés de lecture pour celles et ceux qui s'intéressent pas trop à la politique et qui trouvent que Macron est beau et qu'il a un air protecteur, mais en réalité quand on gratte le vernis, quand on regarde bien, la réponse que Gamma ou Aurélie a pu apporter, c'est aussi de s'intéresser à la politique. C'est aussi de peut-être possiblement créer un parti, parce que les partis qui sont là en vigueur, là, manifestement, c'est plus trop ça. On peut créer un parti, faire quelque chose, faire du militantisme, mais en tout cas, il faut faire bouger les choses et c'est pas en restant sur son canapé qu'on fera bouger les choses. Et en même temps, on comprend aussi les gens qui restent dans leur canapé, parce que quand c'est dur de finir ses fins de mois, on n'a pas envie de penser à autre chose. Ouais. Voilà. Mais il faut que la fraude politique doit s'améliorer aussi, je pense que c'est nécessaire. Et il faut sortir des pièges, des diversions. Ils sont écharpés sur l'affaire Cadenas. Je trouve ça minable. Le mec, il a sur une affaire privée. Il faut le laisser tranquille, ce gars. Il a fait une connerie qui paye, mais s'il n'a pas peur, on l'a pas. Il est resté sur les vrais fondamentaux. Et en tous les cas, bon, je connaissais pas Aurélie, donc enchanté. Enchanté. Comme Aurélie est une pauvre à la chat de race, je précise, je la balance quand même. Non, pas du tout. C'est un chat que j'ai récupéré dans une association qui a été maltraité, Bichette, et qui là n'est pas du tout maltraité. Je vois, beau. Il vit comme un roi, le petit gars. Il vit comme un roi, mais lui, il a pas besoin d'écharpe parce que il a le pelage pour lui. Mais attends, l'écharpe, c'est pourquoi? C'est sérieux? Ah, et ça caille chez moi, ouais. Attendez, on va regarder mon. À Lyon? Ouais, on va regarder mon. Ah, ça a un petit peu descendu. Voilà, je ne mens pas. Je sais pas si vous voyez. Combien? Je vois pas du tout. 16,9. C'est pas vrai, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est 16,9? Voilà. Parce que j'habite dans une passoire énergétique et que j'ai de l'air qui rentre chez moi. Voilà. On va pas te rendre visite. Elle est dans le sud et elle a froid. Non, ça pas. Moi, j'aime pas le froid, je supporte pas. Mais je mens pas, il fait vraiment 16,9. Vous avez vu mon. Voilà. En mitouflé. Voilà. Mais du coup, j'ai bien chaud. Mais je mets pas d'école roulée. Voilà. C'est mieux pas, c'est ridicule. C'est Bruno qui l'avait dit, l'école roulée, c'est très important. Écoutez, Bruno qui est là. Qui? Bruno qui est Ah, ouais. Qui retourne à l'école, celui-là. Ah, en tout cas, Bruno, il a le col roulé et une montre à 12 000 euros. Je sais pas qui est le plus important, le col roulé ou la montre. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est Gala dit la montre, hein, je suis désolé. Hein. Ah ouais, avant 50 ans, il a dit. Hein. Avant 50. Non, après, non, à 50 ans. C'était pas Sarkozy, ça? Non, c'est Séguéla, mais j'ai raté ma vie, je vous le dis, j'ai pas de. Vous voyez, moi, c'est une Casio, c'est une montre de clochard.
Et Moi, c'est un petit bracelet africain. Bon, voilà. Bon, écoutez, merci à vous. Bah, bonne soirée. Aurélie, Bonne Pas de soirée. soucis. merci Bonne beaucoup nuit. pour ce live. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.